Alors, bonjour à tous, merci de votre présence ce matin. Et je remercie aussi Kamel Daoud de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je suis assez heureuse de voir que la salle est comble. Je vais être assez brève parce qu'il y a une belle et longue rencontre qui nous attend ce matin. Kamel Daoud, vous êtes le deuxième lauréat du choix roumain de la liste Goncourt. Et votre livre a été plébiscité donc, par 7 jurys étudiants qui font partie de 7 excellentes universités des villes suivantes de Roumanie. Donc, je rappelle le choix roumain, c'est 7 jurys, 7 villes, 7 universités qui sont Brașov, Bucarest, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu et Timișoara. Donc, votre livre a été plébiscité par 70 étudiants qui ont eu l'opportunité de vous distinguer aussi grâce à nos partenaires. Sans l'agence universitaire de la francophonie, qui est ici présente, qui a financé l'achat des livres, aucun de ces étudiants n'aurait pu lire des livres finalement. Sans l'entreprise Dacia, l'Institut français n'aurait peut-être pas pu financièrement financer entièrement l'organisation du jury 2014. Sans l'entrepreneur Christiane Préautsou et son restaurant Le Bistrot français, les étudiants, les présidents du jury n'auraient pas pu feindre l'authentique déjeuner des jurés Goncourt. Et sans la librairie Kiralina, le jury 2014 n'aurait pu se réunir pour vous choisir. Votre venue et votre présence parmi nous sont aujourd'hui le point final en fait, de la seconde édition du choix roumain. Et ils ouvrent la 3e édition. En ce sens, je souhaite, au nom de l'Institut, remercier chaleureusement et sincèrement tous nos partenaires qui sont des acteurs incontournables de cette action, donc vous êtes aujourd'hui le héros, avec l'espoir et la certitude que cette action fédératrice autour de la littérature contemporaine puisse encore durer longtemps. Merci à tous. L'Agence universitaire de la francophonie avait choisi de participer à côté de l'Institut français à ce concours parce que nous pensons qu'il est essentiel pour les jeunes de rencontrer leur modèle. Donc je vous félicite pour avoir invité M. Daoud et je pense que c'est aussi une occasion pour les étudiants qui ont lu votre livre d'échanger avec vous et c'est une occasion qui va les enrichir davantage. Il faut préciser que ce jury fait un travail conséquent puisque déjà il s'attelle à la lecture des 15 ouvrages en lice pour le concours. Donc 15 ouvrages pour des étudiants qui ne pas le français comme langue maternelle, c'est quand même assez dur, sur une période très courte, un mois et demi. Très intensif comme travail. Et ce travail débouche sur la production de petites chroniques, de comptes rendus de lecture, publiées dans cette revue, donc la revue des étudiants francophones du département de français de l'Université de Bucarest. Et dans cette revue que nous voulons vous offrir au nom du département de français, vous retrouverez trois chroniques consacrées à Meursault contre-enquête. Les 3 auteurs de ces chroniques sont là et je pensais que ce serait intéressant de commencer par leur laisser la parole, c'est-à-dire de prendre connaissance de leur compte rendu de lecture avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc peut-être Laura, si vous voulez bien commencer par... Oui, je disais tout à l'heure que ça a l'air un peu bizarre de s'autociter, surtout devant M. Daoud. Donc j'écrivais à ce moment-là les choses suivantes. Témoignage d'un parcours intérieur qui vise à rétablir non l'injustice des tribunaux, mais celle des équilibres. Et là, c'était une citation. Meursault contre-enquête décèle l'invention de l'espace contre-littéraire, où le regard de celui malmené par l'histoire se mêle à la nova vita d'une âme reconstruite par la force de l'aveu.
Élargissant la typologie narrative par l'extension du domaine de la conscience, Kamel Daoud dépeint les tours et les détours qui anticipent sur la rencontre symbolique de Caïn et d'Abel, de Meursault et du frère de l'arabe tué par celui-ci. L'intelligible se construit par l'approche du sensible, mais aussi par la peur d'assister à la conversion de son propre regard dans la vision de l'autre. Et là je cite, « Je n'aime pas le regarder dans les yeux, car il va en profiter pour entrer dans ma tête, s'y installer et jacasser à ma place en me racontant sa vie. » La réalité discursive se situe, selon Kamel Daoud, dans un purgatoire de l'autoria, où l'énoncé purement intuitif risque de devenir l'énonciation qui va confisquer le sens de l'histoire même. Analyse sans décompression des coulisses de l'indépendance algérienne et récit de l'âme tiraillée entre le désir de punir le mal qui a ravagé une famille et l'autonomie d'une sensibilité hantée par la figure d'une mère vorace et affolée, Meursault contre enquête exploite la méthode fétichiste de l'objet inlassablement façonné par la force obsessionnelle du souvenir. Ce n'est pas l'intérieur qui est mis en jeu, mais sa dimension supérieure, l'intimus, car ce mot est doué, selon Barthes, non seulement d'un sens, mais aussi d'une valeur. Tout ce qui est intime devient spontanément immédiat. L'intimité est le présent même. Le signe avant-coureur de cette perspective est une formule littéraire qui privilégie l'invention de l'espace dans le cadre du témoignage reportage. En racontant les affres d'une vie qui lui a fait subir les contre-coups d'un cri absurde, Haroun relâche la tension d'une âme qui s'est vue prise entre les feux et les contrariétés du cœur de la mer. Faire parler pour exprimer un désir de transgression et la thérapie littéraire comme auteur qui se veut jumelé avec Camus offre à son personnage tout aussi coupable que Meursault. Ce qui tarote n'est pas le geste, mais le décalage, le fait d'y être arrivé trop tard, car l'heure du crime ne semble pas en même temps pour les peuples. Le syllogisme de Tchoran, qui ouvre le roman de Daoud, s'actualise de manière dostoïevskienne. On ne condamne pas le meurtre, mais une sauvagerie qui n'a pas su s'unir à celle des autres, à celle qui aurait pu la rendre légitime, car déjà historique. Le crime de Meursault est l'expérience totale de la réflexion, tout comme celui d'Haroun est l'expérience intégrale du désamour. Chacun des deux est définitif, chacun ôte toute possibilité de rattrapage. La deuxième partie de Meursault contre enquête remonte de ce point de vue à une dissertation sur la relation entre mère en tant que femme et femme en tant que bien aimé. Toute ressource du discours amoureux est tarie. La conséquence phénoménologique du crime est l'absence logique de l'amour, car il suffit de tuer une seule âme pour avoir tué l'humanité entière. Le désir d'apprendre une langue capable de faire barrage entre le délire de ma mère et moi explique en fait la nécessité d'inventer une langue du métacrime. Et là je cite encore une fois, « J'ai tant de fois souhaité tuer Moussa après sa mort pour me débarrasser de son cadavre, pour retrouver la tendresse perdue de Ma, pour récupérer mon corps et mes sens. » Si tuer Moussa constitue l'énoncé d'une histoire personnelle envahie par un revenant, il lui faut tuer concrètement pour aboutir à l'énonciation, pour l'exclure. Kamel Daoud projette ainsi le drame du déterminisme psychologique, du mal qui lie l'homme à une histoire entièrement maculée, dans un récit qui ne traduit plus l'expérience ou l'exploit, mais le tréfonds de l'être. Meursault contre enquête n'est pas l'histoire d'un peuple, mais une balade sur la constitution de l'écoumène, sur la réalisation par la déréalisation des motifs et des causes qui s'entrechoquent avant de laisser émerger la carte de l'être en tant que noyau de la conscience. Merci beaucoup. Le charmin de la liste Goncourt, et plus récemment, vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman en 2015 pour ce roman. Le roman est en cours de traduction sous le titre Cazul Meursault contre l'enquête. Donc il sortira aux éditions EB Publishing à quelle période? En novembre, donc pour Gaudeamus. Et pour commencer, est-ce que vous accepteriez de présenter en quelques mots votre roman? Une question, c'est la couverture? Oui, c'est la couverture du livre. D'accord. Merci d'être là, merci de vous intéresser, merci d'écouter. Le problème, c'est qu'après avoir écouté un petit peu les trois chroniques, j'en sors avec
J'ai l'impression d'être plus intelligent que je le suis réellement. C'est assez étonnant quand on parle de vous, alors que quand on écrit, on est toujours, quand on écrit un roman, on ne pense pas y avoir mis autant de choses. Ce sont les lecteurs qui lui donnent vie, qui font qu'un livre n'est rien sans son lecteur. Il y a de grands écrivains qui ont exploité cette relation comme Borges qui me fascine. Donc, pour parler de ce roman, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Bon, c'est un roman dont vous connaissez l'histoire, et en parenthèse, je remercie les gens qui l'ont lu, qui ont voté, qui l'ont élu, qui ont choisi. Ça m'a touché. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit hier lors de la rencontre dans la villa, je suis algérien et francophone. Et vous savez, quand un Algérien francophone écrit sur Camus, généralement c'est le bon et le mauvais mélange. C'est-à-dire pour relancer des polémiques qui sont très anciennes dans cette relation entre l'Algérie et la France. Et quand j'ai vu que ce roman intéressait d'autres sphères culturelles que la France et l'Algérie, j'ai pensé que je commençais à réussir quelque chose. C'est-à-dire sortir de ce couple-là pour raconter une histoire qui puisse intéresser les autres cultures. Et c'est pourquoi le prix du choix romain m'a touché. Parce que cela voulait dire à mes yeux que je commençais à être compris et lu en dehors de la nationalité française et de la nationalité algérienne, c'est-à-dire en dehors des conditionnements historiques entre les deux pays. Et ça, c'était très important pour moi. Je l'ai dit dans une émission de télévision française, je rêve du lecteur sain. C'est-à-dire, je rêve d'autres lecteurs que le français et l'algérien. Parce que j'ai dit que le lecteur français et le lecteur algérien sont deux lecteurs malades de l'histoire. Une longue histoire, violente, douloureuse, tragique, qui n'en finit pas jusqu'à maintenant. Et donc, ces deux lecteurs ne peuvent pas lire un roman comme L'étranger ou un roman comme Meursault d'une manière saine, d'une manière naïve. On pense toujours à l'autre histoire. C'est ce qui a piégé plus ou moins Albert Camus. Donc, quand on voit qu'un roman humble comme celui-là est lu par d'autres cultures, par d'autres langues, par d'autres sphères, pour moi c'est une réussite. C'est la principale réussite. Quand je vois que ce roman est traduit dans 2 dizaines de langues, pour moi c'est la principale réussite. Le monde n'est pas à enfermer dans le couple algéro-français. Donc ça c'était pour la parenthèse. Maintenant pour le roman, je pense qu'un jour ou l'autre, il devait être écrit par moi, par quelqu'un d'autre. L'étranger d'Albert Camus est une œuvre majeure du XXe siècle et de la littérature humaine contemporaine et même de la littérature. On y raconte la condition humaine avant de raconter un meurtre. On y raconte quelque chose que nous vivons tous à un moment ou à un autre, la découverte de l'absurde. Je crois que ça arrive dans la vie de chacun. Et je crois que l'absurde est solutionné selon chacun par un dogme, par des rites, par le choix d'une religion, un engagement, la rencontre, un amour, je ne sais pas. Le monde réel est intolérable. Il faut qu'on l'habille avec un récit et une excuse ou une histoire. Et c'est pour ça que je pense que L'étranger d'Albert Camus est un grand moment de la littérature, parce qu'il nous rappelle l'essentiel, notre condition humaine. Je crois que le roman qui ressemble le plus à L'étranger d'Albert Camus, paradoxalement, c'est Robinson Crusoe. Parce que pour moi, L'étranger est une Robinsonade malheureuse. Robinson, l'homme blanc, alias Meursault, tue Vendredi, alias Lara, au lieu de le convertir, au lieu de le sauver. C'est vraiment l'impasse de la civilisation occidentale. C'est-à-dire on arrive de la période où l'homme blanc civilise une île et convertit un homme, qui ne sait pas d'ailleurs si c'est un homme ou pas, à ce moment-là où il le tue. Et Haroun le dit, Robinson tue Vendredi, puis il commence à errer tout seul dans l'île, jusqu'à sa mort. Je crois que L'étranger d'Albert Camus est une Robinsonade et que la piste, je n'ai pas encore lu des thèses sur ça ou des recherches sur ça, il faut une lecture de L'étranger par une relecture de Robinson Crusoe. Je le pense sincèrement. Et donc, cette étrangeté m'avait fasciné au début. Et je pense que la fable du meurtre d'un arabe par quelqu'un qui avait un nom, alias Meursault, devait tôt ou tard être réécrite dans l'autre sens. Et je l'ai toujours dit, ça a été difficile à expliquer en Algérie, que ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est très difficile quand on est l'arrière-petit-fils d'une guerre, c'est très difficile de parler de quelque chose qui s'appelle la justice
et de la dissocier de l'idée de vengeance. C'est très difficile. Donc, c'était une sorte de fantasme, de pouvoir écrire une histoire qui puisse faire apporter l'équilibre des choses, qui puisse dépasser l'histoire, justement. Ça, c'était important. Bon, c'est ce que je dis maintenant face à des universitaires, parce que quand j'ai écrit, j'étais beaucoup moins intelligent que ça. J'ai écrit une histoire qui me plaisait. Je crois que toute histoire commence par le désir. Il y a le coup de foudre, et après on a de longues années d'explication, ou d'amertume. Et donc ça se passe comme ça, le coup de foudre est inexplicable, et après ce qui vient après c'est une longue déclinaison de cette rencontre. Alors je suis en train de parler en attendant vos questions. Donc c'est ce que je pense de ce roman. Et j'étais aussi content que par la suite les gens l'ont lu comme une œuvre littéraire, pas comme le roman d'un décolonisé entre guillemets qui répond à un colonisateur. Ça c'était important pour moi. Je voulais raconter la condition humaine. Je voulais que quand un lecteur roumain, japonais ou congolais le lise, il se dise tiens, il parle aussi de moi ou d'une partie de moi ou d'une époque de moi. C'est pas le roman d'un Algérien, c'est pas un roman de nationalité, c'est pas le roman du chien de l'histoire. On raconte le monde à partir de soi-même, c'est sa propre expérience, mais on raconte le monde. Ça, c'était plus ou moins... C'est le rêve, c'est la définition que je me fais, que je m'offre de la littérature en général. La littérature ne raconte pas la Roumanie ou la Russie. Elle raconte l'homme, la condition humaine, à travers l'histoire de la Russie, de la Roumanie ou du Brésil ou des États-Unis. Ça, c'est important. La littérature, quand j'étais enfant, avec la langue française, m'a apporté deux choses. La liberté et le monde. J'étais, parce que maintenant je n'ai pas beaucoup de temps, un très grand lecteur. Je lisais énormément. Pourquoi et cette langue, j'ai un rapport d'autodidacte, je sais pas à l'école. Mais je lisais énormément parce que c'était fantastique. Vous imaginez, au lieu de vous fatiguer à aller dans le monde, vous êtes assis chez vous, c'est le monde qui vient à vous. Je trouvais ça extraordinaire pour un enseignant comme moi. C'est le monde qui vient à vous, vous voyagez quand vous voulez, et puis vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez suspendre le temps, vous pouvez après renclencher. Dans un roman où il y a 20 personnages, ce sont 20 personnages illustres qui vous attendent, vous, le lecteur. Vous pouvez les mettre en suspens, en sursis, en stand-by, aller manger, aller nager, et puis revenir, et puis convoquer tout le monde, rejouer, pour moi. C'est quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, la littérature. C'est divin. On y a le lecteur. Généralement, on dit que l'écrivain, c'est comme un dieu qui crée. Les gens se trompent. C'est le lecteur qui est le dieu. C'est le lecteur qui regarde les personnages s'agiter pour lui. Le dieu, c'est le lecteur. Je crois que l'écrivain n'est que son prophète quelque part. Celui qui réalise le livre, et celui qui est adulé, celui qui est admiré, c'est le lecteur. Justement, vous parliez de vos premières lectures. Votre première rencontre avec L'étranger de Camus, ça remonte à quoi en fait? Et quelles ont été les premières impressions de lecture? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, c'était l'ennui. L'étranger m'a ennuyé. C'était un roman admirablement bien écrit, mais qui était vide. C'est comme un homme ou une femme très bien habillé, avec beaucoup d'élégance, mais qui ne dit rien, quand il était sec, il n'avait pas d'âme. J'ai surtout lu l'œuvre philosophique de Camus, parce que j'en avais besoin. Je sortais d'une grande période religieuse et j'avais besoin de béquilles philosophiques, j'avais besoin de construire une alternative à la religion. Et donc pour moi, le mythe décisif, L'homme révolté, Caligula, était beaucoup plus important que L'étranger. Par la suite, j'ai lu La Peste, parce que je suis oranais, donc La Peste c'est à Oran. Et j'ai lu L'étranger, mais le roman qui m'avait le plus fasciné, c'est La Chute. Et Meursault contre enquête, c'est un hommage à la chute, pas à l'étranger. C'est vraiment, je voulais que tout le monde écoute l'histoire de Meursault, de l'arabe et de son frère, mais que le défi stylistique soit celui d'un hommage appuyé, constant et conscient de la chute d'Albert Camus. Parce que pour moi, c'est son plus grand roman. L'étranger, j'ai lu comme tout le monde. Je ne me suis pas intéressé à l'arabe comme tout le monde. Le propre de la littérature, c'est qu'elle vous fait oublier votre propre condition. C'est comme lorsque vous lisez, vous êtes arabe ou noir ou juif, et vous lisez de grands romans d'aventure, et qui se passe et vous oubliez votre condition, jusqu'au moment où vous comprenez que parce que vous êtes telle nationalité, vous ne pouvez jamais être dans la réalité de... Vous ne pouvez pas être le chevalier des Pardaillans, vous ne pouvez pas être les trois mousquetaires, vous ne pouvez pas. Mais la littérature vous fait oublier votre peau, votre géographie, votre terre. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, L'étranger, j'ai lu, mais ça ne m'a pas beaucoup intéressé.
au début, je pense que c'était à l'âge de 20 ans. J'ai beaucoup lu et relu l'œuvre philosophique de Camus, ses essais, qui sont pour moi extraordinaires. Ces nouvelles sont très puissantes, vraiment très puissantes. Ce sont des matrices de romans extraordinaires. Mais pas l'étranger, j'ai commencé à le relire avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de perplexité à l'âge de 30 ans. J'ai commencé à relire autrement. Pourquoi? Il ne m'a pas intéressé parce qu'on y a pu en arabe. Non. Ce qui m'a intéressé dans l'étranger, ce sont les 5 dernières pages. C'est la confrontation entre le condamné à mort et le prêtre. Ce sont les pages les plus sublimes de l'étranger, je le répète toujours. Ce sont des pages que je peux relire seul, pratiquement une fois par semaine, parce qu'elles sont extraordinaires. Je l'ai dit souvent que le seul moment où Meursault s'anime dans l'étranger, ce n'est pas quand il rencontre. Vous imaginez, vous avez une très belle femme dans les bras, il fait très beau, vous êtes dans la mer, il est insensible. On le condamne à mort, il est insensible. Il tue quelqu'un, il est insensible. Et quand il rencontre le prêtre, il s'emporte. Parce que la question fondamentale de l'étranger, c'est la question du Dieu. Comment l'assumer, le refuser, s'en libérer ou s'en passer. C'est ça la question. Donc à partir de l'âge de 30 ans, j'ai relu l'étranger, pas pour sauver l'arabe, mais pour rencontrer cette façon qu'avait Camus de résoudre la question religieuse, la question du Dieu. C'est ça ce qui m'avait intéressé. Et Meursault contre Anker. On peut y lire aussi une sorte de continuation sur l'étranger de Camus. Oui. On peut y lire une variation sur l'étranger. Oui. On peut y lire la confession sur la condition humaine d'un Algérien maintenant. Oui. Un hommage à la chute. Oui. Mais d'abord, surtout, c'est un roman religieux. La question fondamentale pour moi, c'est la question du Dieu. Parce que c'est la question de la liberté. C'est ça le plus important. Si vous me permettez, je voudrais juste glisser une petite question parce que cela me hantait pendant que je lisais une fois et puis quand je l'ai relu, je suis restée avec cette impression que le roman est centré sur l'imaginaire de la mer. Parce que, évidemment, j'ai pas lu un roman politique, j'ai pas lu un roman de confrontation entre un auteur et un autre auteur, mais j'ai lu un roman qui a commencé par « Aujourd'hui, Ma est encore vivante ». Et il me semble que le point de sensibilité le plus intense est justement l'image de la mer. Et je me demandais quel a pu être votre rapport avec cet imaginaire de la mer. Pourquoi juste, on peut trouver des réponses dans la littérature, dans l'anthropologie, dans la psychologie, ainsi de suite. Et je me demandais quel a été votre rapport à vous avec cet imaginaire centré sur la mer. Parce qu'à un certain moment dans le roman, j'arrive pas à trouver la citation, vous dites c'était la mer qui avait commis le crime. Oui. Et ça c'est vraiment dur à porter. Parce que ça a l'air d'une révélation et en même temps on a envie de relire comme si le roman était construit sur toute une autre sensibilité et on ne l'avait pas deviné dès le départ. C'est vrai. La mère, c'est le personnage principal de ce roman. Elle ne dit rien, mais tout le roman est construit autour de son silence. C'est une sorte de divinité magnifique qui manipule tout le monde. Manipule le fils aussi. Alors, pour être sincère, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'écris un roman, je n'ai pas des fiches de personnages. Donc, tiens, celui-là il va faire ceci, après non. Je lis en même temps que j'écris. C'est-à-dire, je lis un livre qui n'est pas encore écrit. C'est ça. Je pense que l'écriture, c'est lire un livre qui n'a pas été écrit. Et donc, les personnages viennent et s'imposent. Donc, j'ai commencé à écrire au début. Parce que le début de ce roman c'était une chronique. Je suis chroniqueur en Algérie, je suis journaliste. Donc j'ai fait une fois une chronique qui s'appelle l'arabe Meursault ou l'arabe 2 fois tué. Et donc c'est mon éditeur qui a vu la chronique dans le journal, il m'a dit ça c'est un très bon roman, je continue. Donc j'ai écrit ça. Et en écrivant, bien sûr, je m'amusais aussi. Et la figure de Ma, la figure de la mère s'imposait toute seule. Au fur et à mesure, je sentais qu'il devait y avoir quelqu'un qui était le grand instigateur de toute cette affaire. Quelqu'un qui se cache, qui ne dit rien, mais qui contrôle tout, qui fait tout, qui pousse tout le monde à la confrontation ou à la révélation. Et donc la mère est venue toute seule, ça s'est imposé. Parce qu'au début, c'est très simple. J'ai dit, je vais raconter quand je fais la chronique, je raconte l'histoire de l'étranger vu autrement. Ok, qui va parler? En principe, tu as la victime, donc c'est l'arabe.
mais il est mort. Donc il fallait que je trouve un frère. Donc j'ai inventé le frère et je commençais à raconter. Et l'histoire était faible, je le sentais instinctivement. Je sentais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était assis là, qui attendait. Donc au fur et à mesure que j'écrivais, c'est la mère qui se dessinait. Qui se dessinait pas. Et par la suite, elle s'est imposée toute seule. Ça, c'est du point de vue de la mécanique d'écriture. Maintenant, on reste pourquoi. Je pense que je suis méditerranéen. La figure de la mère est très puissante. Elle est très présente. Bon. Même Camus l'a dit, l'aurait dit. Sur la fameuse phrase, quand on lui a posé la question sur les bombes à Alger durant la guerre de libération, il aurait dit, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Je le comprends. Bon, on lui a reproché ça en Algérie, mais moi je le comprends, c'est tout à fait normal. Parce que la figure de la mère, c'est une figure titulaire aussi dans la littérature mondiale, souvent, dans la littérature méditerranéenne, encore plus, je crois. J'aime à le croire. Mais moi, c'est vrai qu'elle est devenue par la suite un personnage très important. Et c'est une sorte de faux fantôme. Parce que c'est un personnage qui ne dit rien, mais on sent que c'est lui qui fait tout. C'est lui le socle de Une absence extrêmement présente, oppressante en même temps. Oppressante aussi. Oppressante. On pourrait peut-être rappeler un peu la chronologie, parce que en 1942, c'est l'été 42, c'est la mort donc, de l'arabe dans le roman de Camus. À l'époque, à quel âge il a 7-8 ans quand ça arrive. 1962, c'est donc 20 ans après la vengeance en fait, c'est-à-dire que il venge son frère en tuant un Roubi, un Français, et il raconte cette histoire alors qu'il est très vieux. En lisant en fait ce roman, moi je me suis interrogé sur la mort du frère en fait, puisque le problème, c'est qu'on ne retrouve pas le cadavre. On ne retrouve pas le cadavre, on l'enterre, mais le tombeau est vide. La pauvre mère ne peut pas toucher l'indemnité de martyr puisqu'elle n'a pas de preuve, elle ne peut pas prouver que son fils est mort. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce que finalement il est mort que dans le roman de Meursault? C'est-à-dire, je voulais jouer. Meursault, c'est-à-dire l'étranger, c'est un roman, donc c'est une fiction, d'accord? Mais quand on parle d'une fiction dans un autre roman, la première fiction devient une réalité. Tous les écrivains le savent. Si on prend un personnage, par exemple Scheherazade, les Mille et Nuits, on l'a fait jouer dans un film, etc. Les Mille et Nuits prennent d'un coup une dose de réalité, deviennent réels. Donc, si je parlais de l'étranger, de Meursault comme étant un personnage réel, c'est toute l'histoire qui devient vraie. Sauf qu'il fallait aussi garder à l'esprit que c'est une fiction. Donc, je voulais souligner ce caractère de la fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de cadavre, il y a juste de la douleur. Et ça, c'était important. Pourquoi? Je voulais souligner aussi, je l'ai compris par la suite, le poids extraordinaire du fantasme et de l'imaginaire dans notre propre représentation du passé. C'est-à-dire parfois, ce n'est pas parce que les choses sont imaginées qu'elles ne sont pas vraies. Parfois, on imagine quelque chose, une raison, dans son enfance, elle devient la douleur de tout un âge, de toute une vie, alors qu'elle est imaginaire. On met toute une vie à comprendre que le serpent qui nous a fait peur n'était qu'une corde. Mais le fait est là, c'est que l'idée qu'on se faisait de cette corde comme étant un serpent a conditionné 20 ans de votre vie, de votre peur. Donc je voulais aussi souligner ça. Et j'ai trouvé que c'était amusant de raconter l'histoire de la douleur d'un personnage qui a souffert toute sa vie, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un meurtre, donc il y a un cadavre, et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de cadavre. Donc la première, c'est qu'il n'arrivait pas à se débarrasser du cadavre de son frère qui est dans sa tête, et la deuxième, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver le cadavre dans la vie réelle. Ça s'appelle un deuil. On n'arrive pas à faire le deuil sans enterrement. Quand quelqu'un disparaît dans votre famille, ça se passe un petit peu dans les guerres, ça s'est passé chez nous, ça s'appelle les disparus, vous ne pouvez pas, quand vous ne pouvez pas enterrer, le cadavre est dans votre tête. C'est pour ça que les familles des disparus demandent à voir le corps, demandent à enterrer. Parce que enterrer quelqu'un, c'est rendre total sa mort et pouvoir s'en débarrasser. Moussa, Haroun est dans cette perspective, dans ce piège où le cadavre il est dans sa tête. Puisqu'il n'y avait pas de cadavre, il y avait tout le temps un cadavre.
Donc j'ai voulu aussi jouer sur ça. Parce que Haroun n'arrive pas à faire le deuil. Il est obligé à une sorte de deuil permanent, toute sa vie. C'est quelqu'un qui porte un cadavre, il n'arrive pas à le... C'est pour ça en écrivant, je suis un grand lecteur des mythologies bibliques, coraniques, etc. Et je trouve fascinant cette fable d'Abel et de son frère. Le fait qu'il n'arrive pas, il le tue mais il ne sait pas comment l'enterrer. Parce que la sépulture n'a pas été inventée. On ne savait pas comment enterrer. Donc il est là et Haroun il est là avec un cadavre, il ne sait pas où l'enterrer, mais comment l'enterrer. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme la fable d'Abel et de Cain, mais avec un Dieu qui ne parle pas, qui n'envoie pas des oiseaux pour vous expliquer comment enterrer les cadavres. Et alors je me pose la question si l'état de celui qui se met en tête ou qui doit dépeindre ce monde intérieur est un état de peur, est un état de deuil, et l'état de quelqu'un qui se pose tout le temps la question s'il doit suivre la thérapie de dire l'histoire jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez ressenti cela pendant que vous étiez en train d'écrire? Je veux dire, enfin, c'est un lieu plus ou moins commun de dire que la littérature peut fonctionner comme une thérapie, mais je vous demande maintenant, je profite de votre présence pour vous le demander parce que vous avez suivi ce parcours. Est-ce qu'il y a un état mental qui détermine ce que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous avez eu ce sentiment de deuil? Est-ce que vous avez ressenti la peur? On ressent ce que ressent son personnage, on le conçoit. C'était ça plus ou moins la question. Oui. Mais fatalement, on ressent, sinon il ne devient pas. Il faut choisir les bonnes images, les bonnes métaphores pour que ce que vous ressentez soit transmis au lecteur. Ça, c'est important. Est-ce qu'après un roman, quand on finit un roman, il y a un soulagement? Oui. Sinon, moi, je n'écris pas. Je n'écris pas parce que c'est pas un gagne-pain pour moi. Je gagne beaucoup plus d'argent en étant journaliste que lorsque je faisais des romans qui étaient plus ou moins vendus en Algérie. Pour moi, écrire, c'est une nécessité, c'est une obligation. En quel sens? J'aurais voulu ne pas le faire. Je l'ai fait quand j'étais gamin parce que je devais lire des livres que je ne trouvais pas, quand j'imaginais des histoires. Et après, c'était le seul moyen de ne pas s'ennuyer, de ne pas tomber dans l'oisiveté et de dire les choses, de témoigner sur son époque et surtout de ressentir justement une sorte de soulagement. J'avais écrit un roman qui a été publié en Algérie qui s'appelle Ô Pharaon. Pourquoi? En Algérie, durant l'année 97, il y a eu de grands massacres. C'était la guerre civile, il y a eu de très grands massacres. J'ai vécu une expérience qui était dure. C'était le 31 décembre 1997. J'ai été appelé par quelqu'un en me disant à 250 km de la ville, il y a eu un grand massacre. D'accord? Je prends la voiture le lendemain avec un photographe de Reuters, c'est l'agence, et on y va. J'arrive dans un endroit totalement vide, dans les montagnes, où loger, où habiter des tribus. Et là, je loue un âne, on traverse une rivière, je monte, et là, je débouche sur quelque chose qui, pour moi, l'horreur, l'abomination, c'est le vide. Découvrir un endroit où il y avait 5 tribus qui ont été décimées, 1000 personnes assassinées. Je regarde, je n'arrive pas à le croire, parce qu'il y a un mécanisme dans la tête de Dini qui se met en place immédiatement. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je comprends mieux maintenant quand on parle de l'Holocauste, et quelqu'un qui a parlé de cette discipline du condamné face au four. C'est-à-dire les gens vont vers la mort au lieu de rouspéter, ils sont dans l'ordre. Ils respectent la file d'attente. J'ai compris cette mécanique parce que quand on est face à ce qui est horrible, il y a un mécanisme de Dini, comme s'il dit non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et donc j'ai vu tout ça. Je rentre à la rédaction 2 jours après, j'écris l'article, le jour même le lendemain, et l'article c'était près de 1000 morts à, je donnais l'endroit, à Hadjkala. Et le directeur de la rédaction fait une réunion, ils me disent on ne peut pas donner les chiffres. Pourquoi? Ils disent c'est invraisemblable. J'étais en colère, j'ai ressenti ce que ressentait le personnage de Gabriel Garcia Marquez dans Son temps de solitude. Quand il revient il raconte, mais personne n'arrive à le croire. Même mes collègues, mes propres amis me disaient mais Kamel, il n'y a pas d'exagération, est-ce que tu es sûr des chiffres? Non, il y avait entre 800 et 1000 morts. Et personne ne voulait le croire. J'étais en colère, mais vraiment j'étais en colère contre tous les gens, je criais, j'ai pleuré, etc. Et après, 5 mois après, je suis revenu sur place, j'ai fait un autre reportage. Le titre a été corrigé le lendemain dans les journaux, c'était des dizaines de morts.
Ils ont enlevé 1000 pour mettre des dizaines, parce que personne n'arrivait à croire. Le gouvernement a nié, bien sûr, ils ont minimisé les chiffres, etc. 6 mois après, j'écris ce roman, qui s'appelle Au Pharaon, pour raconter l'histoire de ce chiffre. Pourquoi? Parce que j'estimais que je ne pouvais pas le taire. Je devenais fou, parce qu'il fallait que j'écrive cette histoire pour que le journalisme ne suffisait pas, il fallait un témoignage écrit sur ce chiffre-là. 2011, l'ancien chef du gouvernement a fait une conférence de presse et a dit effectivement il y a eu 1000 morts ce jour-là, mais on ne pouvait pas le dire pour ne pas provoquer une panique nationale, etc. Ça, c'est pour vous parler de la littérature. Parfois, les raisons sont intimes, parfois, les raisons parce que les mots ne suffisent pas, parfois parce que l'exercice du témoignage ne suffit pas. Un article ne suffisait pas pour dire un chiffre. Donc, j'ai écrit ça. Mais les mécaniques sont. Et quand je l'écris, j'ai senti plus ou moins une sorte de réparation. J'ai dit, j'ai témoigné de ce que j'ai vu. Ça, c'est pour un roman. Pour celui-là, c'était quelque chose d'autre. J'ai senti comme si quelque chose revenait à sa place. Et je passe à autre chose. Est-ce que c'est toujours la vérité qui vous porte vers ce genre d'écriture? Oui. Enfin, grosso modo, pour reprendre une phrase de Yourcenar, il y a deux choses. Il y a la vérité et il y a l'exactitude. L'exactitude, elle est à la portée de l'homme. La vérité, c'est quelque chose de très dangereux. Dans la littérature, j'aime la vérité. Mais dans le style, j'aime l'exactitude. Pour faire les deux. Je crois que l'homme porte en lui une obligation, une nécessité morale. Quand on est en infraction, on ressent le malaise. Quand on est dans la conformité à cette morale, elle n'est pas religieuse. Je pense qu'on a le sens de ce qui est juste, de ce qui est honnête, de ce qui est vrai. On le sait tous instinctivement dès le début. On s'est habillé par la suite par les interdits religieux, par les dogmes, par la culture, par les conditionnements politiques ou culturels, etc. Je suis l'enfant la suite à ceci de ressemblant avec la Roumanie, ce que nous avons vécu de longues années. Vous êtes sortis de ça, mais nous pas encore. De socialisme, de totalitarisme, de discours ambiants, de mensonges dans le manuel scolaire, dans la vérité, dans le discours même. Les gens ne disaient pas ce qu'ils pensaient. Ils avaient deux discours, un discours pour la consommation. Les jeunes générations ne le savent pas, mais ceux qui se souviennent du communisme ou du socialisme savent très bien que c'était un sport national de dire les choses d'une manière et de penser autrement. Et c'est quelque chose qui vous marque. Après, j'avais le souci de ce qui est exact, de ce qui est vrai. Il faut que les choses soient dites, bien écrites, mais il faut que les choses soient vraies. Il faut qu'on dise les choses aussi. Ça, c'est important. Dans certains pays, peut-être en Occident maintenant, plus ou moins, la vérité est plus ou moins aisée. On peut la dire, parfois, pas toujours. Dans d'autres sphères, comme les miennes, la vérité est difficile. On ne peut pas dire, par exemple, ce qu'on pense du religieux. Ce qu'on pense du politique, moi je peux le dire parce que je suis connu, on ne me touche pas. Mais il y a des risques. Des risques beaucoup plus grands pour les autres, pas pour moi. Donc c'est quelque chose de... L'exigence de vérité n'est pas la même quand on vit dans un pays comme maintenant. La fonction de la littérature n'est pas la même aussi. Étant donné que vous avez affaire ici à un public d'étudiants francophones, donc, qui ont fait le choix du français, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre rapport à la langue française? Vous dites parfois que le français pour vous est un bien vacant. Et on retrouve cette idée dans Meursault contre-enquête. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Et puis nous dire aussi pourquoi vous avez fait le choix de rédiger ce premier roman en français. Alors, l'expression bien vacant, il faut que je trace un petit peu rapidement l'histoire de l'Algérie. L'Algérie a été colonisée par plusieurs peuples. Le dernier en date sont les Français. Et quand ils sont partis, la langue est restée. Un des plus grands écrivains algériens qui s'appelle Katib Yassine a dit que le français est un butin de guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre, nous avons gagné, nous avons un butin de guerre. Moi j'ai dit que c'est un bien vacant. Le bien vacant en Algérie, ce sont tous les biens laissés par les colons qui étaient gérés par l'État. Donc que l'État distribuait, qui étaient là, qui n'appartenaient à personne, mais qui appartenaient à tout le monde à la fois. Et donc c'est pour ça que j'ai dit la langue française pour moi, c'est un bien vacant. Je ne pense pas que ce soit un butin de guerre parce que je ne suis plus l'enfant de la guerre. Je comprends Katib Yassine. Moi, je suis né après. Donc, pour moi, c'est une langue qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde. Je l'ai prise, elle m'appartient maintenant. Ça, c'est pour l'expression de butin de guerre. Pourquoi j'ai écrit en français? C'est parce que ça me plaît. Parce que je trouve que je m'exprime bien dans cette langue. Parce que c'est une langue qui me fait rêver. Là aussi, j'explique.
à partir des années 75, je pense, un peu avant, il y a eu une politique en Algérie d'arabisation. Le problème, c'est que c'était une politique portée par des raisons, par des arguments politiques, pas uniquement culturels. C'est-à-dire qu'il fallait arabiser parce qu'il fallait être plus arabe que les Arabes pour ne pas être français. Et c'était assez violent comme mécanique et ça a échoué. Parce que c'était de la propagande plus que de l'arabisation réelle. Donc à l'école, l'arabe classique, qui est une très belle langue que j'aime beaucoup, représentait les devoirs à faire d'enseignants qui étaient méchants, les choses, l'obligation, la loi. Je rentre à la maison, je découvre des romans qui étaient sans images, c'est des romans policiers avec de très belles femmes dessinées, au cœur de l'humanité. Et donc je commence à lire le français, à essayer de comprendre l'histoire, les mots, etc., etc. Donc au fur et à mesure, il y a une sorte de partage de tâches. La langue arabe représentait pour moi ce que je devais faire, le français représentait ce que j'avais envie de faire. Donc c'était deux mondes. Plus je lisais des romans, vous savez, à l'école on ne vous enseigne pas ce qui est interdit. Quand dans le livre, je trouvais la description de femmes nues, de comment on embrasse, d'histoire d'amour, d'histoire de mère, d'histoire d'aventure. Donc c'était des moments d'évasion. Et donc pour moi, le français est devenu une langue d'évasion, de fantasme, de rêve, de sexualité. Et la langue arabe est devenue une langue d'obligation, d'interdit, de tabou, etc. Bon, par la suite, j'ai corrigé les deux. C'est ce qui fait que par la suite, instinctivement, j'ai commencé à rêver en français. Il y a eu le fait aussi l'accès aux livres. Je n'avais pas accès à beaucoup de livres en arabe, malgré l'arabisation, parce que l'accès aux livres était difficile. Par contre, dans la maison, le seul qui savait lire et écrire, c'était mon père, et qui était militaire, qui était gendarme. Donc je ne vivais pas avec lui, je vivais avec mes grands-parents qui étaient totalement illettrés. Donc dans ma maison, on avait à peu près une vingtaine de romans, qui je crois appartenaient à mon père. Donc j'avais commencé à... C'était des romans d'adultes, je veux dire, pas d'images, je commençais à lire à partir de ces romans-là, et j'ai découvert tout un monde. C'était vraiment quelque chose de fantastique. J'ai découvert aussi ce qu'est le mensonge. Parce que quand j'étais enfant, mon grand-père, parfois je m'absentais de l'école quand j'ai découvert un très bon roman. Donc je m'absentais de l'école parce que j'étais asthmatique, en disant que je suis malade, je ne peux pas aller à l'école, je passais la journée à lire. Et mon grand-père, qui était un alphabète, qui avait un respect immense pour le livre, il disait ne le dérangez pas, il est en train de réviser. Ça, je sentais un petit peu que je sentais de la culpabilisation, franchement. Parce que je me suis dit, dès le début, c'est parti sur un mensonge. Parce que lui, il croyait que, vous savez, pour les gens qui ne savent pas lire, un livre, c'est quelque chose de, surtout les anciennes générations. Et moi, je lisais autre chose, je lisais de Jules Verne, etc., ça n'avait rien à voir. Et pour pouvoir lire beaucoup, chaque fois, je disais que j'avais une prise d'âme. Donc, je restais à la maison pour lire. Donc, c'est assez complexe comme histoire de la langue. L'autre version, c'est que c'est une langue que j'ai découvert tout seul. J'ai corrigé par la suite les définitions parce que le premier dictionnaire, je l'avais possédé à l'âge de 16 ans, je crois que j'avais eu accès à un dictionnaire pour pouvoir signifier vraiment avec exactitude le mot. Sauf que j'avais découvert le sens avant. Je connaissais grosso modo le sens des mots avant, bien avant. Le dictionnaire ne m'a pas beaucoup aidé, il m'a aidé à identifier certaines nuances. Donc c'est à peu près. J'en parlais avant-hier, même pour les règles de conjugaison d'orthographe, je ne les connais pas, jusqu'à maintenant, je ne peux pas les formuler, mais je les connais. Je veux dire, je connais le temps, conjugaison, je connais le rythme de la phrase, etc. Mais si on me dit quel temps et ceci, quel temps, je ne peux pas l'identifier. Mais je connais les règles. C'est comme pour construire, on apprend. Donc c'est ce rapport-là. Pourquoi j'ai continué à écrire en français? Parce que j'ai fait des études, j'ai eu un bac maths. Après, j'ai fait langue française parce que j'avais le fantasme de devenir écrivain. Après, je suis devenu journaliste francophone parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et j'ai continué à écrire en français. Je veux dire, la question ne s'est pas posée pour moi, cette langue ou l'autre. C'était pour moi, c'est tout à fait naturel. Je lis en arabe, j'écris en arabe. Le marché éditorial arabe ne me sollicite pas beaucoup maintenant. Donc, je n'y pense pas. Pour moi, c'est une langue tout à fait naturelle. C'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, ça m'a posé quelques problèmes le français. Le premier, c'était l'oralité. Je parlais très très mal le français, je ne le parlais pas. Quand j'ai atterri à la fac, à l'université, moi qui viens d'un village, donc la fac c'est connu pour deux choses, surtout dans les instituts de langue. Les femmes sont très jolies, tout le monde parle en français et c'est la classe moyenne. Moi qui débarque d'un village, je ne savais pas parler le français. J'étais étonné par le fait que les gens parlent et ils parlent vite. Moi, le premier français qui parle français que j'ai rencontré, j'avais 20 ans. Tous les autres étaient morts avant, c'était des livres.
Donc c'était assez... Donc je voyais les gens parler, je me disais, là j'ai fait une erreur parce que tout le monde va être meilleur que moi. Mais à l'écrit, j'étais le meilleur. Parce qu'à l'écrit, tout le monde parlait bien parce que c'était un effet de mode, mais dans la réalité, ils ne maîtrisaient pas. C'est par la suite que j'ai commencé à corriger. J'avais aussi un souci particulier pour apprendre ce qui est oral, parce que je parlais comme un livre. Vous voyez, c'était trop précieux. Pour séduire une femme, c'était trop précieux. C'est difficile. Il y a une blague algérienne que je raconte souvent, c'est quelqu'un dans le village qui tombe amoureux d'une très belle femme qui habite la ville, donc qui est très jolie, qui est aisée, qui parle français, qui lit. Ses amis lui disent tu n'as aucune chance. Elle aime la littérature. Donc lui, il lit il commence à apprendre la langue. Il lit tous les romans français, Harlequin, etc. Que des romans d'amour. Donc à un moment, il finit par la séduire. Ils sont en face de la mer. J'adore cette histoire. Face à la mer, il se penche vers elle, il lui dit je t'aime. Il ajoute murmura-t-il. Je crois que c'était un grand débat dans ma vie. Donc j'écris naturellement en français. Je ne me pose pas la question. Je ne suis pas français, je n'ai pas envie d'être français, je vis en Algérie, j'aime mon pays, j'aime, pas au sens nationaliste, c'est que les gens que j'aime sont là-bas, j'aime aller en France, etc. Mais le français n'appartient pas à la France. Je suis algérien, j'ai vécu cette période-là, mais donc je suis parti d'Algérie, ça fait maintenant 10 ans, et je voulais vous demander, par rapport à la place de la langue française en Algérie, est-ce que vous sentez qu'il y a un déclin ou, Depuis des années, on lance la fin du français en Algérie, et ça continue. Je suis là. La preuve, ils vont que ça se perpétue, qu'on le veuille ou pas. Il y a deux phénomènes, il y a un phénomène d'histoire et un phénomène de mode. Je suis en train de remarquer. Le phénomène d'histoire, c'est que le français en tant que, pour certaines générations, commence à disparaître, parce que c'est une génération ou deux qui disparaissent, et il y a d'autres générations qui arrivent. Donc ça, c'est le phénomène d'histoire. Le phénomène de mode, c'est que les classes moyennes supérieures en Algérie enseignent à leurs enfants, pratiquent dans leur maison le français. Les films sont en français, les télévisions qui sont consommées sont en français. L'administration se fait en français, même que si les formulaires sont en arabe, etc. Le conseil du gouvernement se fait en français, comme tout le monde le sait. Donc c'est une... Alors j'ai vu que l'ancienne génération parle encore français, l'argent parle français. Et ça c'est important, parce que la langue d'un pays, c'est la langue de son truc. Et les jeunes générations qui montent, les classes moyennes, parlent en français, voyagent en France, consomment du français, lisent en français aussi, écoutent et entendent en français. Dans leur maison et dehors, c'est presque le phénomène du français roumain, à l'époque où c'était une langue de classe moyenne supérieure, de noblesse, de bourgeoisie, comme vous voulez. Donc ça continue. Pire qu'encore, c'est que les jeunes qui ont été arabisés, la génération après nous, dès qu'ils arrivent à l'université, en quelle langue ils se font enseigner? En français. Donc j'ai vu des jeunes promotions, dès qu'ils arrivent à la fac, en train de rétropédaler pour réapprendre le français très vite, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que l'enjeu de l'arabisation est un enjeu politique, pas un enjeu réel, culturel. Ils arrivent, la médecine est enseignée en français. Tout est enseigné, les maths, les physiques, les sciences. Ils vont chercher un emploi en Algérie. On leur demande la maîtrise du français. Et ça, c'est ce qui veut dire qu'il y a la raison historique, il y a la raison culturelle et il y a la raison économique. La preuve aussi, c'est les journaux en français. L'Algérie possède les plus hauts tirages de journaux francophones dans le monde. Vous imaginez le journal où je travaille jusqu'à maintenant, le tirage il est de 200 000 exemplaires. Quand le Monde en France tire à 80 000 jusqu'à 50 000 exemplaires. 200 000 c'est énorme pour ceux qui connaissent un petit peu les tirages de presse dans le monde. Même un journal comme le New York Times ou le Washington Post, qui sont des journaux d'influence, ne tirent pas 200 000 exemplaires. 200 000 exemplaires parce qu'on peut vendre avec un chiffre de rotation de lecture de 3 fois. C'est-à-dire chaque journal est lu par 3 personnes. C'est-à-dire un tirage moyen pour un journal de 200 000, en réalité, c'est 600 000 exemplaires si on avait les moyens de les distribuer, parce que le pays est vaste et la distribution est difficile. Donc paradoxalement, je crois que nous entrons dans un nouveau siècle où les frontières se démantèlent facilement, elles ne signifient pas grand-chose, avec Internet, avec les guerres, avec les migrations, etc. Et je crois que les cartographies linguistiques ne correspondent pas exactement aux cartographies géostratégiques, c'est-à-dire telle frontière et telle frontière existe. Donc une langue c'est comme ça. Actuellement en Algérie, par exemple à Oran, il y a un phénomène extraordinaire, l'apprentissage de l'espagnol.
les inscriptions en espagnol dépassent depuis 2 ans les inscriptions en langue française. Je parle des instituts Cervantes et les instituts français. Pourquoi? Pour des raisons très simples. L'Espagne est très proche, les visas sont très faciles, les gens passent leurs vacances là-bas, ils s'installent en Espagne. Et puis il y a énormément, crise économique oblige en Espagne, il y a énormément d'entreprises espagnoles qui viennent s'installer en Algérie, notamment à Oran. Donc ils recrutent. Donc les jeunes apprennent l'espagnol, apprennent une langue de perspective d'emploi. C'est-à-dire, les Anglais, c'est très loin, on ne voit pas le rapport, ça sert à quoi. Et puis il n'y a pas, ça se prépare, je ne pense pas qu'on décrète. Ok, demain tout le monde vous faites du cerveau. Non, il faut préparer, il faut des livres, il faut des écrivains, il faut une visibilité, il faut des échanges, il faut séduire. Il faut séduire. Il faut qu'il y ait un rapport de désir aussi, il faut provoquer le désir. Une langue se désire. C'est comme une langue se désire, c'est comme un baiser. C'est comme embrasser quelqu'un. D'ailleurs, on le fait avec la langue pour les deux cas. Et c'est comme ça, je veux dire. On ne peut pas décréter. Ok, bon, demain on fait du serbe ou du japonais ou du chinois. On ne peut pas. Ça se désire. Il faut qu'il y ait un besoin, une nécessité. Il faut qu'il y ait de l'imaginaire qui s'échange. Il faut qu'il y ait des voyages, des contacts humains, etc. Et ça vient. C'est pour ça que ça a échoué en Algérie. Cette décision de transformer en anglais par réaction à. C'est comme l'histoire d'amour, je n'aime pas, et divorcer, donc je vais sortir avec sa copine pour lui faire mal. Donc ça ne tient pas là. C'est comme ça, c'est à peu près comme ça. Donc il y a ça d'un côté, et c'est pour ça qu'il y a eu rejet plus ou moins, pas rejet, mais l'arabisation, ça n'a pas marché. Parce que ça a été imposé comme une volonté politique oppressive. En Kabylie, c'est une région où ça a fait énormément de mal, où on a culpabilisé et criminalisé toute la région de la Kabylie, il faut pouvoir dire, ah oui, nous les Arabes, eux, ce sont des traîtres. Et ça a été finalement rejeté. Et c'est pour ça que ceux qui ont repris cet enjeu linguistique, ce sont les islamistes par la suite, qui jouent sur les deux registres, islam et arabité. Donc ça n'a rien à voir. L'islam c'est une religion, l'arabité c'est une culture, donc ils jouent sur les deux. Donc, ils ont repris toutes les générations qui n'avaient pas de perspective d'emploi à leur compte. C'est leur base la plus solide. Donc c'est une langue se désire, pas l'imposer. En Algérie, ils ont essayé parce que nous avons vécu ce que vous avez vécu en Roumanie, c'est-à-dire le dirigeant, le père du peuple, croit que ce qu'il signe est le réel. Bon, demain je signe que tout le monde fait ceci, donc c'est le réel. Non. Le réel, c'est pas un décret. Le réel, c'est le réel. J'ai une question sur le livre. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre en style direct, tutoiement au lecteur, qui personnellement me paraît une forme d'expression assez agressive pour les lecteurs, enfin pour moi personnellement. Bon, 3 raisons. La première, c'est que je voulais rendre hommage à la chute. La chute de Camus, c'est un faux dialogue, c'est un monologue qui dévore l'autre, qui ne laisse pas parler. Il parle tout le temps, je voulais ça. La deuxième, c'est mon style d'écriture. Chaque écrivain a plus ou moins. Il y a des écrivains qui aiment des personnages classiques, c'est le roman classique. D'autres qui aiment parler, qui inventent de faux jeux, de fausses premières personnes, notamment quelques écrivains américains. D'accord ? Il y a des écrivains qui aiment ce rapport direct au lecteur. Donc, ça dépend. C'est là où on se sent le mieux. Donc, moi j'aime bien les personnages qui racontent une histoire qui se passe dans leur tête. J'écris un recueil de nouvelles qui vient d'être republié en France, qui s'appelle La préface du Nègre. Et ce sont 5 histoires qui commencent par le jeu. Ce sont 7 personnages de l'Algérie qui racontent. Et pourquoi la préface du Nègre? Le Nègre, c'est un métier. Donc, vous écrivez pour quelqu'un et c'est lui qui signe. Vous connaissez un petit peu c'est-à-dire Kamel Daoud est très célèbre, donc il n'a pas beaucoup de temps d'écrire des romans policiers. Ce sont 2 ou 3 collègues qui les écrivent, ils corrigent, ils voient, etc. Après, il met son nom, ils sont payés. Ça, c'est connu dans le métier. Et un jour, j'avais besoin d'argent, j'ai rencontré un ancien moudjahid, c'est-à-dire un ancien combattant de la guerre de libération, qui sont très puissants en Algérie et ils ne veulent pas disparaître. Bon, donc il m'appelle, il me dit je te paye et tu écris la biographie de ma vie. J'avais besoin d'argent, j'ai dit oui, c'est une histoire vraie. Et je commençais à écrire. Mais je m'ennuyais, parce que les gens qui vous racontent qu'ils ont fait la guerre, vous savez, ils exagèrent toujours. J'ai abattu un avion avec un clin d'œil, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Je m'ennuyais, mais vraiment. Et après, en rentrant, j'ai écrit.
revenir aux raisons d'écriture. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La préface d'une lettre. Pourquoi? J'ai imaginé quelqu'un comme moi qui écrit la biographie d'un ancien combattant qui ne sait pas lire et écrire, parce que réellement il ne savait pas lire et écrire. Et quand il rentre chez lui, il écrit tout à fait une autre histoire. D'accord? Et le lendemain, quand il revient chez celui qui le paye, il lui dit « Tenez, voici, hier j'ai écrit 30 pages. » L'autre, il regarde, il dit « C'est extraordinaire, c'est ma vie. » Alors réellement, c'est pas sa vie. Et quand l'histoire finit, à la fin, le vétéran de guerre meurt en croyant avoir légué à l'humanité une histoire magnifique, celle de sa vie. Alors que c'est pas vrai. C'est juste c'est 200 pages qui racontent tout à fait autre chose. Mais il meurt en croyant qu'il a laissé sa vie, l'histoire de sa vie. Et ce genre d'histoire, on ne peut pas les raconter à la deuxième personne. Ça se raconte à la première personne. C'est une confession. Parce que celui qui a fait cette histoire-là, il mentait. Donc il rétablit la vérité. Quand on rétablit la vérité, on dit je. Enfin, j'aime bien parler par le jeu. Enfin, pour le moment. Le monde est un quoi? Arrive un écrivain, il va sélectionner les meilleurs moments. Celui où quelqu'un attend une femme avec des fleurs, en train d'écouter au téléphone. Tout ce qui est détail, tout ce qui est par exemple l'étiquette qui me fait mal ici, qui me gratte, que je dois enlever, tous les petits détails, on les évacue. On retient la cohérence pour raconter une histoire. Et cette cohérence fait que quand on lit la biographie des hommes, on croit qu'ils sont allés vers la mort comme s'il y avait un accomplissement. C'est difficile d'expliquer. Comme si le dernier jour était quelque chose, ils doivent dire quelque chose, il y a un épilogue, il y a une fin réelle. Alors que non, on meurt accidentellement, parfois en plein vol, parfois en pleine phrase. Par contre, il y a un premier jour. Je suis né tel jour, ma mère s'en souvient, si elle est là, ou mon père, ou les gens qui sont autour, etc. Peut-être qu'il y a des photos, maintenant il y a des vidéos, etc. Donc, le premier jour existe. Mais la fin d'une vie, c'est un accident. On meurt rarement avec l'idée qu'on a accompli quelque chose totalement. C'est pas un cycle, c'est pas un accomplissement, c'est difficile à... Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Est-ce que vous êtes existentialiste ou vous avez... Je ne sais pas, j'ai peur des étiquettes généralement, mais je crois que l'homme est César. Les courants philosophiques en France, qui sont fascinants, surtout ceux des années 40, 50, 60, ne correspondent pas totalement à ce que moi j'ai envie d'être et ce que je suis. La grande aventure philosophique de ma vie, ça a été, le grand dialogue, ça a été le dialogue avec le religieux. Parce que c'est le problème de mon époque. Les existentialistes avaient un gros problème, c'était la guerre, la deuxième. La deuxième guerre mondiale, ils avaient un rapport d'urgence avec l'individu, répondre à l'absurdité de la guerre, à l'horreur, à la monstruosité, etc. Moi, je n'ai pas ce problème-là. J'ai un autre problème. Celui qui me tue au nom d'une vérité qu'il croit posséder. Est-ce que je suis essentialiste? Je ne sais pas. En Algérie, nous sommes un peuple prisonnier du passé. C'est un passé que nous n'arrivons pas à admettre, à compléter, parce qu'il est amputé de beaucoup de vérités, et on nous gouverne au nom du passé, au nom de la guerre de libération, au nom de la légitimité de ce qui en fait cette guerre, etc. Haroun, comme moi, comme les gens de ma génération, nous avons essayé de lutter contre ce passé pour parler du présent. Le présent n'existe pas. Borges a dit une phrase que je trouve admirable à propos d'un écrivain. Il a dit à propos des fascistes. Il a dit les fascistes, les nazis à l'époque, pour eux, le réel est anachronique. Je trouve ça très juste. Ça m'a frappé parce que ça parle de moi. Pour nous, le réel est anachronique. C'est-à-dire le présent, c'est comme une sorte de passé qui n'est pas bien, qu'il faut corriger. Ça, c'est extraordinaire. Et dans l'histoire algérienne, nous grandissons dans le manuel scolaire avec l'hommage au passé, à la guerre de libération, en parlant toujours du passé, des martyrs, de ce qu'a fait la France, etc. Le passé est une religion, vraiment très puissante. Il est très difficile de parler du présent. Dès que vous commencez à débattre, on vous ramène au passé en disant oui, mais en 1962, il y a eu ceci, oui, mais en 1964, et vous avez envie de non, mais en 2015. Et ils ont presque l'envie de vous dire, mais 2015 n'existe pas. Ce qui existe, c'est le passé, le présent n'existe pas. Mais c'est un rapport très troublant et très handicapant. On ne peut pas concevoir le futur quand on pense tout le temps, on passe sa vie avec un torticolis. Je veux dire, à regarder vers le passé. Mais pourquoi le passé ne passe pas? Parce qu'il n'est pas accepté, parce qu'il n'est pas résolu, parce qu'il n'est pas vrai. C'est comme une névrose individuelle. Vous y retournez. Je crois que c'est Nietzsche qui disait que ce qui n'est pas résolu se répète. Et nous y sommes. Dans cette équation, on répète, on n'avance pas, on répète, on n'avance pas. On est dans le traumatisme. Même pour les djihadistes,
Si vous voyez leur fascination pour le moment zéro. Daesh publie des cartes géographiques qui remontent au XIIIe siècle. On parle de Khorasan, on parle d'Abyssinie, du Maghreb, d'Andalousie, etc. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'ils sont dans cette perspective du passé à recommencer. Le présent, dans la mythologie islamiste, c'est une restauration. Restaurer le califat, restaurer l'âge d'or, restaurer Saladin, restaurer le Al-Quds par rapport à Jérusalem. Il y a une vision de la restauration. Nous sommes prisonniers du passé. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'Algérie, mais qui est propre au monde dit arabe, et qui est propre à certains individus, à certaines nations aussi. Quand le passé n'est pas résolu, le présent est impossible. Monsieur, vous avez des questions du public? J'ai une autre question. J'aimerais savoir en fait qui êtes-vous, que faire avec votre œuvre artistique? Êtes-vous militant? Et qu'attendez-vous de vos lecteurs? C'est-à-dire, quelle réaction attendez-vous au niveau de l'art, de l'œuvre, ou de votre compromis plus profond sur des questions religieuses? Quelles sont les réactions que vous attendez ou que vous espérez susciter? Je suis journaliste. Je n'aime pas le mot militant parce que je ne le mérite pas. Les gens qui militent en Algérie, il y a des gens qui militent en Algérie dans le monde arabe et ailleurs qui ont beaucoup plus de courage que moi, qui risquent leur vie réellement. Je répète souvent, je pense que c'est indigne de ma part de parler de risque ou de quand une femme se fait violer en Syrie, quand une lycéenne se fait kidnapper au Nigeria par Boko Haram. Je pense que c'est indécent de ma part de dire que oui, je suis menacé, je suis ceci, etc. On l'est tous. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, je ne suis pas quelqu'un d'exigeant, je n'attends pas, je ne veux pas convertir les gens à ce que je pense. Je dis ce que je pense. J'écris des livres, pas des livres sacrés. Ça, c'est important. Le militantisme, non. Je suis quelqu'un qui se défend. J'aime pas qu'on hypothèque ma vie. J'aime pas qu'on touche à ma vie. J'ai un slogan. Je n'ai pas de parti politique, mais j'ai un slogan. Je dis toujours que celui qui ne peut pas mourir à ma place ne peut pas vivre à ma place. Donc je peux accepter de dialoguer, d'écouter, d'aimer, d'échanger, d'accompagner. Quelqu'un qui veut vivre à ma place, je ne peux pas l'accepter. Je l'accepterai si le jour où la mort viendra, il me dit ah, écoutez, je vais mourir à votre place, vous pouvez continuer à vivre. Là, je peux accepter qu'il vive à ma place. Ce n'est pas le cas. Ma vie est unique, je mourrai seul, je suis né seul, je n'accepte pas que les autres pensent à ma place. Ça, c'est par rapport à la domination religieuse ou à tout ce qu'ils veulent me proposer. Je ne suis pas militant. Je suis quelqu'un qui se défend, qui défend sa liberté. Je n'aime pas qu'on m'empiète. Je respecte celles des autres, il n'y a pas de souci. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, crier comme ils veulent, mais je n'aime pas qu'on m'impose. C'est ma vie, c'est moi qui choisis. Je suis le seul à vivre parce que je suis le seul à mourir. Donc, il faut que ce soit clair. Maintenant, pour les lecteurs, ça dépend où on va. J'aimerais raconter une condition. J'aimerais en Algérie, par exemple, faire passer, pas des messages, j'aime pas le mot, c'est transmettre une vision du monde. Je suis quelqu'un qui cherche des solutions. Je n'estime pas avoir trouvé, je n'ai pas une vision accomplie du monde, mais je cherche. Vraiment, je cherche. Je cherche à comprendre, je cherche à trouver une solution, je cherche à éviter la souffrance pour moi et pour autrui, je cherche à être plus libre encore, dans la limite de la liberté permise, etc. Si ma vision, j'aime bien la transmettre, peut-être que ça peut aider, moi ça m'aide. Est-ce que ça peut fasciner, peut-être, etc. J'attends des lecteurs qui lisent, qui essaient de comprendre, qui échangent avec moi, qui m'enrichissent, que je les enrichis. Mais je n'impose pas, je n'aime pas, je déteste. Je suis allergique à celui qui veut m'imposer quelque chose. Je suis très individualiste en ça. Je crois que c'est une réaction tout à fait normale quand on est dans un pays qui a connu le socialisme collectiviste. Je suis quelqu'un, défenseur de l'individu. C'est très important. Je trouvais extraordinaire, par exemple, en Algérie, quand il y a eu l'affaire Charlie, où il y avait d'un côté le slogan « Je suis Charlie », en Algérie, les islamistes, ils ont lancé le slogan « Nous sommes Mohamed ». C'est-à-dire, on n'est plus dans le jeu, etc. Et on voit une belle caricature d'un Algérien au milieu qui disait « Je suis fatigué ». Moi, je ne suis pas fatigué. Vous dites c'est très difficile de faire lire ce roman quand on est français et quand on est algérien. Est-ce que c'est à cause des problèmes politiques entre les deux pays? Est-ce que c'est à cause... En Algérie, on n'a pas tourné à la page de l'autre. On est pris entre les deux. En France, on veut la déchirer, cette page, et en Algérie, on ne l'a pas tournée.
C'est vrai que ce qui pèse, ce sont des raisons historiques et politiques, énormément. Vous voulez parler de mythe de Sisyphe, les gens vous parlent des positions de Camus pendant la guerre de libération. Vous avez envie de leur dire, ça c'est un problème, ça c'est un sujet. Maintenant parlons de l'homme révolté. Ah non, pas de... Mais l'inverse, en France aussi existe une sorte de tentation pour parler de guerre de libération, OAS, nostalgie d'Algérie, etc. Pas toute la France elle vit normalement, et pas toute l'Algérie, parce que l'Algérie vit normalement. Il y a des minorités par là et par là, j'appelle ça les minorités jacassantes, parce qu'elles partent tout le temps. Et qui à chaque fois répètent qu'il faut parler du passé, etc. Donc Camus est au milieu, moi aussi. Camus parce qu'il est né en Algérie, il est mort en France. Pour la guerre de libération, il s'est retiré parce que pour lui, je peux le comprendre, c'est quelqu'un qui refusait la guerre de part et d'autre, donc il a choisi. Il a fait son choix qu'il assume. Je ne parle pas de son œuvre. On lui reproche une phrase qu'il aurait prononcée à Stockholm lors de la conférence de presse juste après le prix Nobel. Il aurait répondu à quelqu'un sur les bombes en disant « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Écoutez, qui est l'Algérien qui ne choisirait pas sa mère contre la justice? C'est tout à fait clair, je veux dire, c'est évident. Mais je raconte une anecdote qui est extraordinaire. Camus, on a fait une grosse campagne, les nationalistes en Algérie, les hyper. Ils ont fait une grosse campagne contre Camus, il n'est pas enseigné dans les écoles, à cause de cette phrase, soi-disant, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Ce qu'on ne sait pas, c'est que celui qui a posé la question, c'était un Algérien. Alors, lui, il raconte, cet Algérien, il vivait à Stockholm, il passait par là, dehors, il ne s'intéressait absolument pas, c'est comme moi je suis là. Il entend qu'un écrivain algérien, franco-algérien, en France, qui a eu le prix Nobel, qui fait une conférence, il entre, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous pensez des bombes en Algérie ?» Il ne s'intéresse même pas à la réponse et il sort. D'accord ? Cette phrase, elle est reprise, elle fait le tour du monde, elle est reprise jusqu'à maintenant, elle est étudiée. Et cet Algérien, un écrivain français, Lanzini, qui l'avait cherché, l'avait trouvé, il lui a dit « Mais est-ce que vous réalisez avec votre question, qu'est-ce que vous avez provoqué dans l'histoire de... » Il a dit « Je regrette, je ne savais pas que ça allait prendre aussi d'énormes proportions. » C'est pour vous dire qu'il suffit de rien. Et la lecture de Camus en Algérie en France, elle est très difficile. En France, il y a eu quand même une tentative pour faire le centenaire sur Camus dernièrement. Et il y a eu, on n'a pas pu l'organiser, enfin pas moi, je veux dire, les gens n'ont pas pu l'organiser en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait sa famille qui était contre, des philosophes qui étaient pour, des gens qui étaient de l'Ouest, des pieds noirs, des Algériens. À la fin, on n'a pas pu. Ça n'a pas été organisé. Vous voyez, l'histoire, elle pèse énormément encore. Elle est très en Algérie, je répète, certains ne veulent pas la tourner. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que c'est vrai, il faut que la France assume le crime colonial. Mais la deuxième, c'est que ça les arrange. On parle toujours de la France, on ne veut pas parler des problèmes locaux. Vous voyez un petit peu. C'est comme à l'époque communiste, quand on parle de l'impérialisme, ça permet de ne pas parler des pénuries, etc., etc. Et en France, il y a un courant très nostalgique, qui parle beaucoup dans les médias, qui intervient. Quand vous voyez un maire qui érige une stèle pour l'OAS, l'OAS c'est une organisation criminelle qui à l'époque refusait l'indépendance de l'Algérie et qui tuait autant de Français que d'Algériens. Et quand un maire en France érige une stèle, j'ai envie de lui dire, mais tournez la page, mais avancez, il y a des problèmes beaucoup plus importants dans votre commune que de faire une stèle sur l'OAS. C'est incroyable cette obsession du passé. Donc c'est difficile pour certains de dire. J'ai raconté hier une histoire. Elle est très révélatrice, j'aime la répéter. En novembre, j'étais invité par le philosophe français Finkielkraut pour une émission. Donc, il y avait un pied noir qui était présent, qui a écrit Camus et Alger, ou quelque chose comme ça. Et le roman, pour ceux qui l'ont lu entre vous, il y a deux parties. Une partie où Haroun parle du criminel, de l'assassin de Camus. La deuxième partie, il parle de l'Algérie actuelle, etc. Et le pied noir me disait, vous savez, la deuxième partie est magnifique, là où je critique l'Algérie. La première, elle est... Ouais. Et en Algérie, on m'a dit exactement le contraire. On m'a dit la première, c'est magnifique, mais la deuxième, elle est... Ouais. Ça vous montre un petit peu le rapport à l'histoire. Bon, les romans, ils m'ont dit que les deux parties sont bonnes. C'est une émission qui est passée sur France Culture, je crois. Oui, il me semble. France Culture. Ouais, ouais. Donc vous pourrez, on partagera le lien. C'est intéressant effectivement d'avoir ces différents points de vue qui sont très révélateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je me suis... Ah, j'ai une question. Concernant bon, vous avez dit que vous n'étiez pas un manifestant, mais je vois qu'il y a un certain engagement politique, disons, dans la rue. Donc, je voulais vous demander pourquoi avoir écrit ce roman en dialogue avec Camus, ne pas avoir écrit afin de surprendre la condition humaine généralement, comme vous avez dit avoir voulu faire. Pourquoi ne pas avoir écrit ce roman avec des personnages, disons, anonymes, avec un arabe qui n'a pas été tué par Meursault, mais par un anonyme, justement. Et bon, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de questions politiques, et je vous vois très ancré dans la réalité politique. Ce n'est pas un reproche, mais je vous vois très engagé, très ancré dans la réalité politique de nos jours. Et je voulais vous demander quelle est la place de la politique, de l'engagement politique dans votre œuvre d'écrivain, et pourquoi ne pas avoir écrit une littérature littéraire et garder la dimension politique pour votre activité de journaliste, par exemple. Bonne question. Pourquoi je n'ai pas choisi un autre arabe anonyme? Ça n'aurait pas, ça tient pas. Il faut une tension. Dans un roman, il faut que, comme dans un film, il faut qu'au démarrage, il y ait une tension avec une situation impossible que le romancier, l'écrivain se propose de résoudre. Ça, c'est une mécanique connue. Sherazade, dans Les Mille et Une Nuits, raconte. Bon, on peut dire, Sherazade raconte l'histoire, oui, c'est beau, etc., etc. Mais quand on sait qu'elle raconte des histoires pour qu'on lui coupe pas la tête, ça prend une autre dimension. Il faut créer une tension dans l'histoire pour pouvoir raconter une histoire. Une histoire sans tension, c'est un mauvais roman. Il faut, tous les narrateurs d'histoire le savent. Je ne sais pas si vous avez lu un roman magnifique, c'est 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Le colonel Buendia se souvient, face au peloton d'exécution, le colonel Buendia se souvient du premier jour où son père l'emmena voir la neige. Et tout le roman, il est face au peloton d'exécution, parce qu'ils ont tiré le pas. Vous voyez, par contre, s'il avait dit, le colonel Buendia se souvient du premier jour où son père l'emmena voir la neige. C'est beau, mais c'est pas la même tension. Vous voyez un petit peu, un lecteur est feignant, il faut prendre par le coup, il faut lui vendre une histoire en disant c'est une histoire de vie ou de mort. Donc, choisir un arabe anonyme qui parle un autre arabe anonyme dans un bar, je ne pense pas que j'aurais été en Roumanie pour en parler. Ça ne m'intéresse pas ça. Ou, sauf si je trouve quelque chose de beaucoup plus génial. Pour la dimension politique, effectivement. La raison une, c'est qu'en Algérie, on adore faire de la politique. On en fait tout le temps, on en parle tout le temps, etc. Parce que c'est une équation qui n'est pas résolue. Il y a des Algériens, quand j'en parle comme ça, ils sourient, parce qu'ils savent que c'est vrai. Nous adorons surpolitiser les choses. Parce que nous sommes dans un pays où la question politique de la légitimité de celui qui gouverne n'a pas été tranchée. Alors, c'est comme en Roumanie avant la chute de Ceausescu. Tout était politique, parce qu'il y avait une dictature. Quel est le lien entre les deux, entre l'engagement politique et le roman? C'est que l'enjeu central des deux, c'est la liberté. Si je vivais dans une démocratie parfaite, j'aurais écrit des histoires d'amour. Parce que la question de la liberté aurait été résolue. J'aurais pas été menacé, mes livres ont été distribués, j'aurais pas eu de problème. Donc je vais écrire des histoires d'amour. Quand on est dans des pays où l'enjeu, c'est votre vie et la liberté, le lien entre le politique et le littéraire se fait automatiquement. Je ne suis pas le premier. Les écrivains de l'Europe de l'Est vivaient tout ça, à Kundera, à Dimitriot, etc. Les écrivains russes, l'URSS vivait tout ça. Sur les Zélistine, c'est une question politique. Même s'il écrit le premier nom cancéreux, etc. Mais il y a du politique toujours. Parce que dans certains pays où la liberté manque, la question politique est une question globale. On ne peut pas raconter une histoire d'amour qui se passe en Syrie maintenant, sans parler de la Syrie, de la situation politique en Syrie. On ne peut pas écrire des histoires simples quand on est en prison ou quand votre vie est menacée. La question politique est liée à la question de la liberté et donc liée à la question de la littérature. C'est comme ça. Quand ça sera résolu, on va s'occuper d'autre chose. En Amérique latine, pendant très longtemps, les écrivains, qu'est-ce qu'ils écrivaient? Les grands écrivains d'Amérique latine des années 70-80, c'était la question politique. Quand 5 ou 10 écrivains se sont rassemblés un jour, ils se sont dit, tiens, on va chacun écrire un roman sur le dictateur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les plus grands écrivains se sont rassemblés dans une petite salle, ils ont dit, chacun va écrire un roman sur le dictateur. Et il y a eu Moi le Suprême, c'est un excellent roman sur le dictateur.
il y a eu celui de Gabriel García Márquez, l'automne du patriarche. Il y a eu à peu près 5 ou 6 romans. Est-ce qu'ils sont tombés? Parce que la question politique en Amérique latine durant les années 70 c'était central. C'est une question vitale. Ce n'est pas une question de parti politique. Vous voyez? Donc on ne peut pas, je ne peux pas. Je ne peux pas jouer de violon pendant que le Titanic coule. C'est comme ça. La raison première est bonne, créer des services pour pouvoir sécuriser son pays. Mais la réalité est, c'est comme les lois Big Brother, c'est-à-dire, pour lutter contre le terrorisme, je suis désolé, il n'y a pas de liberté individuelle. Il faut qu'on surveille vos communications, etc. etc. L'intention est bonne en elle-même, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on fait ça pour sécuriser le pays. Mais au bout de 2 ans, généralement, il y a un glissement. L'instrument de surveillance qui était pour surveiller les terroristes devient un instrument pour surveiller les libertés. Et il devient un instrument de dictature. Il y a un glissement. Je dis cet exemple pour revenir à ce que vous dites. Je suis pour la liberté, pas uniquement pour la liberté d'expression. La liberté d'expression pour tout le monde. Celui qui est religieux, qui veut s'exprimer, il a le droit. Ce n'est pas le laïc que je suis qui a uniquement le droit. Non. En Algérie, j'avais écrit à l'époque un article qui avait un petit peu secoué quand j'ai dit que les imams on les oblige à faire de la propagande politique. Et mes amis de gauche qui disaient tu es anti-religieux, je dis non, je suis anti-religieux, je suis anti. En fait, qu'on utilise la religion pour me. Mais un imam qu'on oblige à faire la célébration du tel président, je trouve ça indécent, scandaleux. Donc, ça c'est. Maintenant, on prend l'exemple le plus connu, Charlie. Je l'ai toujours dit, entre un dessinateur et un tueur, on choisit le dessinateur. Il n'y a pas à négocier, je veux dire, c'est évident. Je ne vais pas soutenir un dessinateur contre un tueur. Maintenant, ce que fait le dessinateur qui porte atteinte à, etc., là aussi il y a des nuances. J'ai écrit un dernier article en Algérie et en France. En France, oui. J'ai fait une lettre ouverte à ceux qui manifestent dans le monde contre le fait que les caricatures, contre le prophète, etc. Écoutez, j'ai dit pourquoi vous manifestez? Parce que les caricatures portent atteinte à l'islam. C'est bien ça. J'admets. Ok, admettons que c'est vrai. Daesh, quand il décapite des gens, les brûle, quand il viole, au nom de l'islam, est-ce qu'il ne porte pas atteinte à l'islam? Bien sûr. Alors pourquoi on manifeste contre Charlie, on ne manifeste pas contre Daesh? C'est la question que je me pose. À qui? Non, je me pose à moi-même. Pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi. Si la raison première est une atteinte à l'islam, je suis d'accord. Alors qu'on manifeste aussi contre l'État islamique. Parce que lui, il porte atteinte à l'islam beaucoup plus gravement qu'une caricature. Vous voyez? Donc, c'est très pernicieux comme débat. Je suis pour la liberté. Je ne suis pas pour l'insulte. D'accord? Mais je voudrais qu'il y ait un sens de la responsabilité chez celui qui est libre et chez celui qui croit. Les deux. Parce qu'ici, il n'y a pas le sens de responsabilité, le débat est faussé dès le début. Je vais dire, non, je suis pour la liberté d'expression. Ah, donc vous acceptez qu'on insulte nos symboles. Non, je ne suis pas pour qu'on insulte les symboles. Ah, donc vous êtes contre la liberté d'expression. Non, je pense que c'est une question de responsabilité. Il faut définir des responsabilités, il faut que chacun soit responsable de la liberté. D'accord? Donc, quand on manifeste contre Charlie, ok, je peux admettre, on se sent, et quelle manifestation? C'est pas mais aller jusqu'au bout, manifester contre Daesh, qui insulte l'islam encore plus gravement. Quand on, vous voyez, vous avez vu les scénarios d'exécution, c'est plus qu'une atteinte à l'islam, je veux dire. Quand Boko Haram kidnappe des filles qui vendent à $6, c'est pas une atteinte à l'islam, à l'image de l'islam? Effectivement, pourquoi on ne bouge pas? Parce qu'au fond, la raison n'est pas la même. On n'aime pas l'Occident, on veut développer un sentiment occidental, et on manifeste contre ce qui se fait en Occident. Mais dès que les autres le font, on ne dit rien. Ça veut dire qu'au fond de la foi, il y a une mauvaise foi. Il y a une autre question. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est un pays vraiment indépendant de la France? Wow. C'est comme rien n'est acquis dans la vie. C'est comme quand on aime quelqu'un, encore c'est acquis. Non, il faut séduire chaque jour pour garder la personne qu'on aime et qu'elle vous aime encore en échange. L'indépendance, je pense qu'il y a un baromètre. Il y a des moments où on est vraiment indépendant et des moments où on ne l'est pas. Quand vous avez votre président qui va s'installer en France pour 4 mois, s'installer, son dossier médical est en France, je ne pense pas qu'on soit très indépendant. Et donc, deuxième des choses, c'est que les indépendances, qu'on le veuille ou pas, ont été des échecs dans le continent africain. Il y a très peu d'indépendances qui ont vraiment réussi. Elles ont fini en dictature pour être ces dictateurs qui par la suite sont mis sous tutorat occidental d'un pays ou d'un autre. L'indépendance, c'est beaucoup d'argent.
George Washington disait une phrase que j'admire beaucoup, il disait qu'un sac vide ne tient pas debout. On ne peut pas être indépendant sans économie forte, sans une culture forte, sans un sentiment de souveraineté qui s'appuie sur une force réelle, une force culturelle, une force économique, etc. Dire qu'on est indépendant alors qu'on mange ce qu'on importe, on s'habille ce qu'on importe, on ne défend pas la culture de son propre pays, on exile ses propres élites, ça ne s'appelle pas de l'indépendance. Ce n'est pas de l'indépendance, non. Et ça d'un côté. De l'autre côté, il faut définir les colonisations. Parce qu'il y a des colonisations évidentes. La France a colonisé l'Algérie. Mais quand vous avez des islamistes qui débarquent avec leurs livres, avec leurs satellites, avec leurs chiours en Algérie, j'appelle ça aussi une colonisation. C'est une colonisation idéologique pour moi. Je suis pour un islam normal que les gens choisissent, etc. Mais quand des wahhabites débarquent dans mon pays pour prêcher, etc., j'appelle ça aussi une colonisation. Donc, ça dépend. Si on est enfermé dans la perspective historique, c'est-à-dire on parle uniquement de l'ancien colonisateur, c'est un débat. Mais il y a d'autres formes de colonisation aussi. Donc l'indépendance, ça monte, ça descend, ça se mérite, ça se fabrique et ça se consolide. Quand on ne consolide pas son indépendance, là, on retombe dans la servitude. Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup fait pour l'indépendance, et quand on voit leur situation maintenant, l'indépendance n'a pas. C'est comme en Algérie, beaucoup d'Algériens disent on a eu la libération mais pas encore la liberté. Il y a des indépendances qui ont été réussies parce qu'elles ont été pensées. J'admire l'exemple avec toutes les réserves de l'Afrique du Sud. Parce qu'ils ont eu quelqu'un de génial, un génie qui a pensé une décolonisation, une indépendance sans exclusion, en disant que tout le monde est sud-africain, blanc, noir, rose, jaune, etc. Je trouve ça admirable. Mandela a vu les erreurs des autres décolonisations, il l'a dit dans sa œuvre. Il ne fallait pas qu'on refasse en Afrique du Sud les mêmes erreurs. Donc l'indépendance, ça se mérite. Il y a encore d'autres questions? Oui. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous croyez qu'en Algérie, il n'y a pas eu un printemps arabe? Parce que nous avons vécu trop de guerres. Les gens ont peur. Les Algériens ont peur d'eux-mêmes aussi. Les Algériens beaucoup d'Algériens veulent le changement. Mais nous venons de sortir de 10 ans de guerre civile. Les gens n'ont plus envie de payer encore. Vraiment. C'est difficile de revenir à la guerre. À un certain moment, les gens préfèrent la paix, même si c'est une petite paix, que de revenir à des souffrances. Nous avons eu à la guerre l'indépendance, après il y a eu beaucoup de crises, après quand même 10 ans de guerre, quand est-ce qu'on va vivre? Les gens, c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, on vit difficilement. Il y a cette raison. La deuxième raison, c'est que le régime est riche. Il paye, il achète. Je vous raconte 2 anecdotes. La première, c'est que à l'époque où il y a eu le printemps arabe, il y a eu un ministre algérien qui a fait la tournée en Europe pour calmer un petit peu les partenaires en répétant la fameuse théorie l'Algérie a déjà payé. Ce qui est vrai. Moi j'avais écrit un article en réponse, je lui ai dit mais elle n'a pas été livrée. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a payé énormément en 88, on a eu ce qui s'est passé en Roumanie en 88, plus tard, quelques mois plus tard. Il y a eu un soulèvement, beaucoup de morts, des tortures, etc. Mais finalement, on n'a pas eu la démocratie qu'on voulait. La deuxième anecdote, il y avait quelqu'un qui avait débarqué à Alger il y a quelques siècles, qui s'appelle Barberousse. C'est lui qui a... et son frère, les 2 frères. J'ai lu dans des récits de l'époque, sur des gens qui l'accompagnaient, sur la ruse de ce guerrier, qui était magnifique. Il est parti vers l'ouest algérien, vers Tlemcen, il a été battu avec son armée, il est revenu. Et en retour, il a été pourchassé par les gens qui l'ont vaincu. Et ces généraux lui disaient, mais... Parce qu'il était roi, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils vont nous rattraper, on a déjà perdu la guerre, ils vont nous massacrer. Il a dit une phrase magnifique. Il a dit disperser l'or, cela les dispersera. C'est-à-dire, il a pris tout l'or qu'il avait, il l'a dispersé un peu partout. Et l'armée qui le poursuivait, chacun prit une petite part et tout le monde s'est cassé. En Algérie, le régime est riche, il peut acheter. Il peut acheter la paix sociale, il peut acheter des élites, il peut acheter les gens. Il y a des politiques de distribution de logements incroyables, gratuitement. Il y a de faux emplois, entre guillemets, il y a des crédits pour les jeunes qui sont inconcevables en Europe. 100 000 € pour un jeune qui peut faire le projet qu'il veut avec des taux de remboursement. On ne rembourse même pas, d'ailleurs. C'est 100 000 € que vous prenez pour faire ce que vous voulez. Vous voyez un petit peu, le régime est riche, donc il paye. Donc il n'y a pas de soulèvement pour ça. Mais je crois que la raison première, c'est pas uniquement l'argent, c'est la peur. Les gens avaient, pendant 10 ans de la guerre civile des années 90, nous avons payé en silence. Les gens ne comprenaient pas c'était quoi la menace islamiste, c'était quoi
les gens ne comprenaient pas, et le régime en a profité, parce qu'il y a eu on était au milieu. Donc, la peur, c'est la peur, je crois. Vous avez une question? Là, je voulais tout simplement vous poser une question un petit peu directe. Est-ce que vous avez peur? C'est par rapport aux menaces, parce que je suis un petit peu dans l'actualité, donc aussi en Algérie. Par rapport, donc excusez-moi de vous poser la question comme ça. Je sais que vous avez votre problème à vous, c'est ce que vous aviez dit donc, tout à l'heure, un problème religieux, c'est par rapport à la religion. Je sais qu'il y a des salafistes algériens qui vous en veulent un petit peu. Je sais que vous avez eu avec M. Hamadesh, voilà, est-ce que vous vous sentez un petit peu menacé en Algérie? Excusez-moi de vous poser la question comme ça directement. Non, non, parce que j'ai peur, oui, bien sûr j'ai peur, j'ai des enfants, j'ai peur pour mes enfants aussi, ce qui est tout à fait légitime, tout à fait normal. J'ai peur pour ma vie, oui, c'est tout à fait logique, je veux dire. Mais j'ai une discipline, je n'y pense pas tout le temps, parce que sinon ça va intoxiquer ma vie. J'y pense dans certaines circonstances, par exemple quand je fais des tournées en Europe, et les foires, des rencontres publiques, par contre, des rencontres open, avec toujours la sécurité, etc. Parce que le problème n'est pas le fait que ce soit une cellule terroriste qui va vous attenter à votre vie. C'est un petit illuminé qui croit que vous êtes un costard, qui prend son stylo ou son couteau, qui peut vous poignarder. Ça peut arriver, je veux dire. Bien sûr que j'ai peur, mais je n'y pense pas tout le temps. J'essaie de vivre normalement. Je prends beaucoup de précautions. C'est tout à fait légitime. Je suis très connu, donc le visage est facilement identifiable. Et parfois, la dernière fois j'étais pour faire la vidange de ma voiture en Algérie, il y a quelqu'un qui m'a regardé pendant 5 minutes, je commençais à voir si j'avais des... Il me dit, vous ressemblez étrangement à quelqu'un, est-ce qu'on vous l'a dit? J'ai dit oui, on vous l'a dit. Et oui, bien sûr, j'ai peur. Mais j'estime qu'il ne faut pas en faire un plat. J'aime pas le rôle de l'intellectuel algérien, arabe menacé qui va se plaindre en Occident pleurant en disant oui, je suis menacé, etc. Je déteste ça. Je n'aime pas ça. Ceux qui sont menacés sont en prison. Vous savez. Moi, on ne me touche pas. On ne me touche pas pour le moment, on ne me touche pas directement. Pour des raisons évidentes, on peut me toucher de manière indirecte, ils l'ont déjà fait. On envoie un petit feu qui fait le boulot. Oui, j'ai peur. Il y a des moments de panique. Au salon du livre à Paris, j'ai eu peur parce que signer 200 romans d'un coup avec une fille d'attente incroyable, vous ne pouvez pas ne pas penser en levant la tête, en discutant avec un lecteur, en disant qui est derrière. C'est comme ça, c'est normal. Il ne faut pas faire un plat aussi. Oui, juste au fond. S'il y a une nationalité pour une arme, si l'arme a une nationalité en fait. Je pense que l'âme est humaine. Elle peut être vue à travers des symboles d'une culture. D'accord? Le mot âme, on utilise le mot âme dans d'autres cultures, dans d'autres sphères, on n'utilise pas le mot âme, on utilise Purusha ou autre chose, etc. Et ça n'a pas de nationalité, je ne pense pas. Alors, on peut parler de l'esprit. Ah, ça, c'est un débat que je préfère ne pas mettre le doigt dedans. Entre esprit et âme, etc. Moi, je crois. Simone de Beauvoir qui disait que en fait, l'esprit n'a pas de sexe, donc l'esprit n'a pas de la nationalité. Non. Moi, je crois en un Dieu. Mais je crois que c'est mon problème. C'est pas le problème des autres. Et je crois qu'il. J'aime beaucoup les spiritualités. Je déteste les dogmes et les rites. C'est comme ça. Je suis un très bon acteur de tout ce qui est spirituel. Je ressens en moi la tentation et la nécessité d'une vie spirituelle. Je n'aime pas les dogmes. Et pour moi, non, l'âme n'a pas de nationalité. Et l'esprit n'a pas de sexe. Une dernière question. La demoiselle, et après une dernière question. La demoiselle. J'avais une question plutôt par rapport à ce que vous avez dit de Camus et de la condition absurde. En fait, vous avez dit tout au début que chacun trouve sa façon à lui de résoudre l'absurde. Et ma question serait s'il faut vraiment résoudre l'absurde, si vos personnages à vous sont des personnages absurdes. Puisque d'après ma dernière relecture du mythe de Sisyphe, Camus dit que justement il ne faut pas résoudre l'absurde et que l'absurde naît d'ailleurs justement de nos besoins à nous en tant qu'humains de mettre du sens là où il n'y a pas. Oui, je suis d'accord. Le seul problème, c'est qu'il faut beaucoup de courage.
beaucoup de courage Il ne faut pas intellectuel. trouver des solutions à l'absurde. Oui, mais en même temps, il faut beaucoup de courage pour pouvoir assumer l'absurde sans explication. Peu de gens le réussissent. Vraiment peu de gens. C'est comme porter quelque chose, c'est comme pousser un rocher, saisir. Mais peu de gens, beaucoup de gens cèdent, arrêtent. Il faut beaucoup de courage, d'honnêteté intellectuelle, de formation, de lecture pour pouvoir assumer ce à quoi appelle Camus. Je l'ai lu, je l'ai vécu. Mais croyez-moi, il faut un énorme courage pour assumer cette condition humaine nue. On finit par céder, pas tous. On finit par céder ou par inventer quelque chose. C'est vrai que la position la plus honnête, c'est de ne pas mettre du sens là où il n'existe pas. Mais est-ce qu'on le réussit? Non. On finit toujours par mettre du sens. Même si on assume l'absurdité du monde, on va revenir vers l'amour de quelqu'un, vers la nostalgie de ses parents, de son enfance, on met du sens dedans. L'ambition, faire des études, l'ambition sociale, c'est aussi une manière de remplir l'absurde. Ce n'est pas uniquement un système philosophique, ce sont nos propres croyances quotidiennes aussi. Je n'ai pas compris la dernière phrase. J'ai dit, est-ce que c'est beaucoup plus fort de dire le mot arabe ou d'être un algérien arabe? Non, je réagis par rapport à ce que j'ai vécu en Algérie. C'est-à-dire une sorte de fétichisation de l'arabité. On nous l'a imposé comme une nationalité. L'arabité pour moi, très clair, c'est un patrimoine très riche, magnifique. J'en suis redevable pour ce patrimoine. Ce n'est pas ma nationalité. Moi je suis algérien, mon passeport il est quelque part par là, il est algérien, je vis en Algérie. Mais l'arabité c'est un immense patrimoine. Mais confondre entre patrimoine et nationalité, je trouve ça c'est un abus. C'est comme dire aux Roumains, bon, vous êtes latin, vous n'êtes pas roumain. Non, ils sont roumains, mais ils sont latins. Et c'est pour ça que j'ai dit en Algérie que l'arabité elle m'appartient, je ne lui appartiens pas. C'est quelque chose. Moi je prends tout ce qui m'enrichit. Je suis vandale. Si Camus m'enrichit, je prends. Si l'arabité m'enrichit, je prends. Je prends pour mon algérianité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je n'ai pas donné un nom à un arabe, j'ai donné un nom à une victime. Oui, vous l'appelez Moussa. Moussa, oui. Et donc, c'est une victime. Mais en même temps, l'arabité, c'est quelque chose de très ambigu. On est arabe sous le regard de l'autre, comme on est noir sous le regard du blanc, comme on est jaune sous le regard du blanc ou du noir ou du brun, etc. C'est le regard de l'autre qui crée cette différence-là. Donc, Camus disait arabe. À l'époque de la colonisation, ils avaient déjà un problème. Ils appelaient les arabes à l'époque soit les arabes, soit les musulmans, soit les nord-af, c'était les nord-africains. Il y avait justement un problème, je veux dire, de dénomination de l'autre. Mais l'arabité, moi j'aime bien, mais j'aime pas qu'elle me prenne ma nationalité, c'est tout. Pas qu'elle vienne l'arabité, qu'elle s'installe, qu'elle me donne ses livres, ses cultures, ses savants, etc. Mais qu'elle laisse ce qui me plaît pas. J'ai pas envie de... Je ne fais pas de troc. Je n'échange pas ma nationalité, mon histoire, l'histoire de mes ancêtres contre une culture. Non. Dans ce troc-là, non. Je refuse. Et en Algérie, nous avons vécu cette surpolitisation de la question arabe. C'est-à-dire qu'elle est dominante. Au lieu d'accepter toutes nos composantes identitaires, non, on est arabe. Arrêtez. Ça veut dire quoi? J'ai compris que c'était par rapport aux colonisations. Ce qui n'est pas français doit être arabe. Non, je suis algérien. Je me sens algérien, profondément. Il y a des berbères. Pardon? Quand je dis algérien, justement, quand je dis algérien, je signifie ça. Je plaide pour la langue algérienne et la langue amazigh. Un jour, en Kabyle, on m'a posé la question, oui, j'ai dit, mais ne tombez pas dans le piège dont vous avez été victime. C'est-à-dire mettre l'amazirité comme une langue exclusive des autres. Non. Ça, c'est ce qu'a fait la langue arabe politisée. Et nous, on parle algérien, on parle berbère, on parle tergui, on parle chiaoui, etc. Tout ce qui nous enrichit, marhaba. Bienvenue pour ce qui nous enrichit. Mais je ne veux pas être appauvri par quelque chose qui n'est pas moi. On va terminer ici pour les questions. Pour la dernière partie de la rencontre, nous souhaitions mettre en avant le travail des candidats au concours mot à mot qui ont traduit un extrait de votre roman. Et justement, si vous êtes d'accord, nous aimerions que vous lisiez justement une partie de cet extrait que les étudiants ont eu à traduire. Alors ce sont ces deux paragraphes. Et ensuite, si vous êtes d'accord, on écoutera la version de l'équipe gagnante en roumain. Je préfère la deuxième version, j'écoute les autres, mais bon. Je dois lire. Voilà, juste les deux paragraphes. Ce que je veux, c'est me souvenir. Je le veux tellement, et avec une si grande force, que je pourrais remonter le temps, peut-être.
arriver à cette journée d'été de 1942 et interdire l'accès à la plage durant 2 heures à tous les Arabes possibles de ce pays. Ou bien être jugé, enfin, oui, pendant que je regarde la salle d'audience se faire écraser par la chaleur, halluciné entre l'infini et le halètement de mon propre corps coincé dans sa cellule, luttant par le muscle et la pensée contre les murs et l'enfermement. J'en veux à ma mère, je lui en veux. C'est elle qui tenait ma main tandis que Moussa tenait la sienne, et ainsi de suite jusqu'à Abel ou son frère. Je philosophe, oui, oui. Ton héros l'a bien compris. Le meurtre est la seule bonne question que doit se poser un philosophe. Tout le reste est bavardage. Je ne suis cependant qu'un homme assis dans un bar. C'est la fin du jour. Les étoiles surgissent une à une et la nuit a déjà donné au ciel une profondeur vertigineuse. J'aime ce dénouement régulier. La nuit rappelle la terre vers le ciel et lui confie une part d'infini presque égale à la sienne. J'ai tué pendant la nuit et, depuis, j'ai son immensité pour complice. Ah, tu sembles étonné par mon langage. Comment et où l'ai-je appris? À l'école, avec Mariam. C'est surtout elle qui m'a aidé à perfectionner la langue de ton héros. C'est elle qui m'a fait découvrir, lire et relire encore ce livre que tu conserves dans ton cartable comme un fétiche. La langue française est ainsi devenue l'instrument d'une enquête pointilleuse et maniaque. Ensemble, nous la promenions comme une loupe sur la scène du crime. Avec ma langue et la bouche de Mariam, j'ai dévoré des centaines de livres. Il me semble que j'approchais des lieux où l'assassin avait vécu, que je le retenais par la veste pendant qu'il embarquait vers le néant, que je le forçais à se retourner, à me dévisager, puis à me reconnaître, à me parler, à me répondre, à me prendre au sérieux. Il tremblait de peur devant ma résurrection, alors qu'il avait dit au monde entier que j'étais mort sur une plage d'Alger. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons entendre la version en roumain de l'équipe gagnante pour les tables du Carestoire, qui était composée d'Alexandru Socouiu, qui est ici, et de Mihaela Kirobocha, qui est là-bas, et qui va lire justement le travail de cette équipe. Eroul tău a înțeles într-adevăr. Omorul este singura întrebare valabilă pe care trebuie să-și o pună un filozof. În rest, doar vorbe goale. Totuși, nu sunt decât un om care stă într-un bar. E sfârșitul zilei, stelele răsar una câte una și noaptea a dat deja cerului o adâncime amețitoare.